En France, déjà, c'est toujours un sujet tabou d'argent, heu et c'est dommage parce qu'il y a finalement peu de connaissances. Si, je subis une séparation, un décès, on pense pas à ces choses-là parce que c'est un peu tabou d'en parler et pourtant, il y a des solutions qui sont très simples et qui ne coûtent pas d'argent et qui permettent de protéger, de sécuriser son entourage. Bonjour tout le monde. Notre invité aujourd'hui intervient régulièrement dans des médias tels que Forbes, BFM TV, TF1, Journal des Français à l'étranger, pour n'en citer que quelques-uns. Elle intervient en tant que porte-étendard de la société qu'elle a cofondée et dirige, Richie My Gestion Privée, qui a révolutionné la gestion patrimoniale avec une solution en ligne accessible à tous avec éthique, pédagogie et humain, des valeurs qu'elle véhicule constamment avec générosité. Et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être avec nous. Je sais que malgré sa présence dans les médias pour représenter ses équipes, ce n'est pas une personne qui aime se mettre en avant. Et je suis d'autant plus touchée qu'elle ait accepté de partager son expérience, son parcours personnel et professionnel avec nous. J'ai énormément d'admiration pour la businesswoman qu'elle est, mais bien au-delà pour la femme, la mère. Elle est la mère d'une de mes amies qui habite à New York et où je l'ai rencontrée, et la personne qu'elle est. Bonjour et merci beaucoup Christelle d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Christine, ça fait très plaisir d'être, présente à tes côtés aujourd'hui. Merci. Alors, j'ai cité Richie, My Gestion Privée. Cette entreprise n'est pas la première que tu as fondée. Tu as un parcours impressionnant de succès entrepreneuriaux, orienté vers le service client dans le monde de la finance depuis plus de 15 ans. Comment décrirais-tu ton parcours et ton histoire en quelques mots? Alors pour faire simple, l'entrepreneuriat finalement c'est pas si compliqué. Quand on y réfléchit, j'ai d'abord commencé toute seule, donc au moins si je me plantais toute seule et c'était pas très grave. Et puis, il y a environ une dizaine d'années, je me suis, associée avec, Thierry Renard qui partage les mêmes valeurs que moi et ça, c'est très important, d'avoir un acolyte qui partage avant tout des valeurs humaines et depuis effectivement, on a créé ensemble, Financière Gestion Privée, puis FIGEP Immo, puis Ma Gestion Privée qui nous a permis de développer, une solution en ligne pour tous les Français du monde entier, 100 digitalisée, avec une jeune entreprise innovante, qui est vraiment dans la tech puisqu'elle a le label Finance Innovation et voilà donc, de 1 on est passé à 4 et on n'a pas fermé les boîtes respectives parce que comme elles continuent toujours à fructifier et à se porter bien, il était dommage de les fermer pour en garder qu'une seule. Donc voilà, pourquoi je suis à la tête de 4 sociétés en même temps. Oui, et j'aime bien la façon dont tu le dis avec aisance et avec le sourire, que ce n'est pas si compliqué de lancer des entreprises. Et je pense que c'est parce qu'il y a une passion et une mission qui t'anime. Mais comment, du coup, qu'est-ce qui te pousse, en fait, alors que tu as déjà cofondé des entreprises qui sont successful et qui requièrent déjà énormément de travail, qu'est-ce qui t'incite et te motive à te lancer dans de nouveaux projets? Alors déjà parce que je m'ennuie assez facilement. Quand ça ronronne trop, il faut que j'aille, trouver des nouveaux terrains de jeu. Alors c'est pas forcément, prendre des risques. Pour moi, c'est avoir de nouveaux projets, et on apprend beaucoup sur des nouveaux projets. Ça c'est et puis quand comme tu l'as dit, quand on est passionné, les choses, finalement, s'enfilent les unes derrière les autres, assez facilement. Donc il y a la passion. Il y a aussi, le besoin, on a vraiment le sens de l'autrui. Je pense avec Thierry, et on s'est retrouvés au moins sur ce sujet-là. Notre métier, la gestion de patrimoine, on ne l'exerce pas comme, ce qui nous anime, c'est protéger, sécuriser, transmettre, nos connaissances, apporter des solutions, aux à nos clients qui deviennent des proches parce que finalement, on connaît leur vie, de bout en bout, presque plus que leur médecin ou leur, notaire donc ça fait une proximité, très importante et on se doit et d'ailleurs c'est un peu eux aussi qui nous poussent, notamment, Ritchie, a été développé sur ce principe-là
qui était de dire, «C'est bien, vous avez fait plein de solutions, dans le monde, naturel, et historique et maintenant qu'est-ce que vous faites pour nos enfants qui habitent en France ou qui habitent en Asie, aux États-Unis?» Et on s'est dit: «Effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans le digital pour les jeunes générations?» Bah, on s'est rendu compte qu'il y avait rien dans le conseil et on se devait de prendre ce chemin-là, avec, notre passion, notre éthique, et notre sens de la transmission et c'est ça qui est important aussi, pour nous. Et je peux complètement témoigner, en tant que, cliente, on va dire, utilisatrice, de Litchi, de bénéficier de tous vos conseils et de votre, partage. Donc merci pour, oui, tout ce que vous faites et tout ce que vous apportez. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on manquait de ça, en France, non seulement de solutions digitales, accessibles, comme je disais, mais de façon générale, de connaissances, je pense, sur, tout ce monde, de l'entreprise, du patrimoine, immobilier, l'épargne qu'on peut avoir. C'est vraiment une différence, je pense, par rapport à d'autres pays, je pense, notamment aux États-Unis. Est-ce que toi, étant donné que tu accompagnes, des Français dans leur stratégie d'optimisation patrimoniale, notamment suite à une impatriation, sachant que toi-même tu as vécu à l'étranger, est-ce que tu vois des différences notables entre ce qui peut exister, sur le rapport au patrimoine en France, avec les Français qui ont vécu à l'étranger et les Français qui ont toujours vécu en France? Alors effectivement, en France déjà, c'est toujours un sujet tabou de parler, d'argent, et c'est dommage parce qu'il y a finalement peu de connaissances, sur, moi je dis toujours pour simplifier les choses, il y a 3 piliers importants, le civil, le fiscal et le patrimonial. Tout ça c'est imbriqué. Le civil, c'est la façon dont est composée ma famille, dont je suis mariée, comment va se passer les choses si, je subis une séparation, un décès, on ne pense pas à ces choses-là parce que c'est un peu tabou d'en parler et pourtant, il y a des solutions qui sont très simples et qui ne coûtent pas d'argent et qui permettent de protéger, de sécuriser son entourage, donc ça, c'est extrêmement important et après de là, la fiscalité va s'enchaîner, et le patrimoine, aussi et donc en France, on n'a pas cette habitude, dans les pays anglo-saxons, tout le monde a un conseiller. Alors qu'en France, on se dit, s'attacher à un conseiller, ça veut dire avoir beaucoup de patrimoine, avoir beaucoup d'argent à placer et puis surtout, ça va me coûter très cher. Donc nous aussi, on a voulu prouver qu'avec Ritchie, qu'on pouvait faire son bilan patrimonial offert en ligne. On pouvait prendre un conseil et attache avec un conseiller gratuitement, en vidéo, donc avec une grande proximité et pour nous, ça, c'est important. Donc ça, c'est côté français, c'est, déjà enlever la première barrière de poser des questions quand on en a ou quand on a envie, de se constituer, de se sécuriser et de protéger ses proches, ça, c'est extrêmement important. Côté, expatriés, c'est un peu différent. Parce que moi, ce que j'adore avec les expatriés, qui sont quand même relativement nombreux, de par le monde, ils ont une ouverture d'esprit, puisqu'ils vivent dans des pays parfois très compliqués, très loin de notre culture, générale. Je pense à ceux qui travaillent au Japon, travailler au Japon, c'est pas aussi simple que de travailler aux États-Unis, qui est peut-être un peu plus proche de nous. Il y a des codes de partout, il faut connaître, le pays, ne pas offenser, enfin, c'est c'est assez remarquable et je suis assez, toujours, sensibilisée à cette facilité qu'ont les Français de vivre à l'étranger et malgré tout d'être toujours très attachés à leur pays et aussi ils ont cette, contrairement à ceux qui ne bougent pas de France, ils ont ce besoin, assez compréhensible de se dire, «Oui alors en étant à l'étranger, je n'ai plus la sécurité sociale, je n'aurai peut-être pas la même retraite que si j'étais restée en France, je n'ai pas investi dans ma résidence principale parce que je suis à l'étranger et qu'investir à l'étranger c'est compliqué. Donc je dois impérativement, faire des investissements pour rattraper ce retard par rapport à mes camarades de promo, par exemple, qui eux sont restés à Paris et qui ont pu investir assez facilement. Donc il y a un peu cette urgence de faire les choses, mais une fois qu'on a dit ça,
comment fait-on? Parce que, ben, comment on peut demander à une banque de se faire financer quand on a des revenus et un contrat de travail, chinois, par exemple? Ou, comment on fait pour investir dans de l'assurance vie, quand on est à l'étranger? Puisque tous les assureurs ne vont pas prendre tous les pays du monde. Enfin et donc forcément, tôt ou tard, la communauté, des Français de l'étranger, viennent nous trouver parce qu'ils savent qu'on a, les solutions pour, les aider et surtout les conseiller. Alors là, tu partages l'expérience des expatriés. Toi-même, tu as vécu à l'étranger. Quelle est ton expérience personnelle, par rapport à ça et quelles sont les recommandations, on va dire, que tu ferais au-delà de l'aspect financier et de la gestion de patrimoine? Toi, ce que tu as vécu et comment tu l'as vécu? Alors, moi, je pense que dès l'enfance, j'ai compris que, le monde, c'était pas, le la ville où j'étais. D'abord, j'en changeais trop souvent pour, me l'approprier, puisque je déménageais assez souvent. Et j'ai compris que le monde était finalement assez grand, alors qu'à l'époque, on ne prenait pas facilement, l'avion. Mais effectivement, j'ai vécu, en Allemagne, pendant 8 ans. J'ai vécu en 2 séjours, j'ai vécu en Grèce, j'ai vécu aux États-Unis, également et surtout j'ai épousé un Italien. Donc dans ma famille, il y a 3 nationalités puisque, j'ai un de mes enfants qui est né, aux États-Unis, donc il a aussi la nationalité américaine dont il est très fier. Et voilà, j'ai comme ça, recréé un petit monde, différent et ce qui est intéressant de voir, c'est, l'ouverture d'esprit, qu'on peut avoir justement quand on vit à l'étranger. La culture, s'intéresser à ce que mangent les gens. Par exemple, la première chose que je fais quand je découvre un pays, c'est, d'aller au supermarché. Alors tu vas me dire: «Ça, c'est parce que je suis une maman». Non, pas du tout, c'est vraiment par curiosité pour regarder ce que les gens mettent, régulièrement dans leur caddie. Ça te permet de savoir ce qu'ils mangent, de manière quotidienne et je trouve ça assez intéressant aussi de se faire inviter, dans des familles, je réfute un peu les voyages un peu organisés. Heu, Quand je fais des voyages avec mes enfants, j'essaie et mon époux, j'essaie toujours de vivre, au moins, 2-3 jours chez l'habitant parce que, rien ne vaut cette expérience, qui est assez unique et qui est un peu loin des hôtels, touristiques qu'on peut faire, à l'étranger. Ouais, de voir la partie locale, vraiment vivre, le voyage, mais avec des locaux, ça change complètement la perspective. Quel est le voyage, du coup, qui t'a le plus marqué? Alors clairement, c'est le Japon, et la Corée, mais je suis contente d'avoir fait la Corée en premier parce que la Corée, c'est un pays qui était pas tellement, touristique et donc j'ai eu, des impressions un peu d'aventurière puisque c'était pas vraiment un voyage courant, en tout cas au moment où je l'ai fait. Donc ça, c'était assez intéressant et puis, de voir le Japon ensuite, qui est peut-être plus riche au niveau historique. C'est un pays, complètement incroyable. Je pense qu'on a beaucoup d'a priori, moins les jeunes parce qu'ils ont une culture, japonaise qui est quand même plus forte maintenant avec les mangas, les séries, les jeux, de e-sport, que ce que moi j'avais à mon époque. Donc ils sont moins éloignés de la réalité, japonaise. Mais oui, le Japon est un pays qui est fascinant, d'une sécurité, exemplaire, d'un respect, des règles, que j'admire, profondément, parce que le savoir-être et le savoir-vivre finalement, bah, n'est-ce pas la condition qui permet à tout le monde de vivre sereinement et je trouve qu'on aurait beaucoup à apprendre, bon alors il y a des défauts, hein, comme partout, mais je trouve qu'on aurait beaucoup à apprendre sur, le respect, de ces 2 pays en tout cas. Merci pour le partage. Retour un petit peu plus, voilà, sur, ton parcours, on va dire, professionnel. Quel est, selon toi, ton plus grand succès? Celui dont tu es le plus fier, en tout cas? Alors je vais te répondre, un peu à côté, je suis désolée, mais mon plus beau succès, ce sont mes 4 enfants. Pour moi, c'est un sujet entrepreneurial en soi.
Pourquoi? Parce que, déjà, c'est 4 êtres complètement différents, ils se ressemblent pas du tout. Ils ont des parcours, de vie, différents et j'ai tellement entendu alors j'adore les enfants, hein, je les ai eus parce que j'aimais vraiment énormément les enfants. Après, c'est pas le sujet du jour, mais j'ai eu des maternités très difficiles, donc c'était vraiment une motivation et on oublie, tous les petits, à côté, qui ont été difficiles dans le parcours. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que encore une fois, c'est de l'humain et je trouve passionnant de voir ces 4 petits bouts, se poser les questions de ce qu'ils allaient être, comment les accompagner en leur tenant la main, mais sans trop les brider pour qu'ils soient libres de faire leurs propres choix. Ça, c'est extraordinaire et puis surtout parce que j'ai entendu toute ma vie, «Oui, mais une femme qui travaille avec 4 enfants, elle passe à côté de ses enfants, ils vont tous finir délinquants, tu verras, tu t'en occupes mal, tu t'en occupes pas assez, tu t'en occupes si», enfin pas du tout. Moi, je trouve que le temps, c'est de la qualité. On peut être, H24, à proximité de ses enfants et pas s'en occuper et puis être éloigné d'eux pendant qu'ils sont à l'école et être présent le soir. Donc voilà, ça c'est mon plus gros, succès. Après les succès professionnels, je dirais, c'est juste de pouvoir être encore là aujourd'hui. J'ai pas de fierté particulière, au niveau professionnel en me disant: «Ouais, ça c'est super ce que tu as fait, tu peux être fier de toi». Honnêtement, je suis tellement dans l'action que je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir subi d'énormes échecs et je dis toujours que le parcours entrepreneurial, c'est comme une spirale avec des up and down, comme disent les Américains, mais au final, on se rappelle plus des downs, on voit juste que ça se tient, ça monte un peu et puis, finalement, les downs, on les oublie et on les voit pas. Voilà, c'est des actions qui t'aident à grandir, qui te donne l'expérience, tu peux échouer une fois et tu essaies de pas refaire 2 fois la même erreur, c'est tout ce qui compte et puis finalement comme ça tu avances, mais je tire pas une fierté, particulière des succès professionnels en tout cas. Et en tout cas, enfin, tu Je peux sais pas si être ça répond à ta question. ah mais complètement et j'en profite pour dire bonjour à Mathilde, que j'espère aller voir à New York bientôt. Mais au-delà de ça, vraiment, enfin pour moi en tout cas et pour beaucoup, je suis sûre, oui, tu es un exemple de la femme accomplie et professionnellement et personnellement qui a réussi à combiner justement, de pouvoir diriger une entreprise et d'être mère et d'avoir, vraiment, enfin, transmis ses valeurs à ses enfants. Comment tu as réussi à combiner les 2? Sachant en plus à quel point, non seulement en termes de charge de travail, on va dire, de trouver le temps et sachant que tu voyages quand même, régulièrement. Comment jongler entre, tous ces différents métiers et rôles que tu as? En fait, il y a eu plusieurs étapes si tu veux, quand mes enfants étaient tout petits, je voyageais pas, priorité, c'était mon époux qui voyageait beaucoup et donc en plus, j'étais, souvent seule à la maison avec mes 4 petits. Alors je sais pas, je pense que c'est de l'organisation, mais ça m'a pas paru du tout un enfer, sinon je me serais arrêtée au premier, hein, je crois. Mais non, ça a été, alors je pense aussi que j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation. Tu sais, quand tu déménages souvent, tu as une espèce d'urgence dans la vie à te faire des amis rapidement, à être ultra organisé, faut pas perdre de temps, voilà, et c'est un peu l'hyperactivité en permanence et le fait, je pense que c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'avoir un seul enfant, parce que quand on a plusieurs, bah, ils s'occupent entre eux. Alors l'action, c'est simple, hein, tu t'assois une demi heure, tu commences un jeu et puis tu te rends compte qu'ils vont passer toute la journée avec eux. Le tout, c'est d'avoir passé cette bonne demi heure à commencer, un jeu, passionnant avec eux qui va les tenir, suffisamment longtemps. Non, honnêtement, ça, c'était du bonheur et de toute façon, ça a toujours été, ma priorité et j'ai, entrepris, comme je te l'ai dit, ma première boîte où j'étais seule, à la naissance de mon quatrième en fait. Donc un peu après, le temps que j'analyse un peu les choses, mais comme j'avais fait une 1re expérience de salariat, avant, j'ai été aidée
par mon sens de l'observation, je pense, en tant que salariée. J'avais compris, que le succès, entrepreneurial, il tenait pour moi, hein, après, chacun a sa «secret sauce» entre guillemets, mais pour moi, j'avais compris que si tu faisais un business où il existe 2 paramètres importants, qui est, la récurrence, c'est-à-dire avoir un business qui te permet, d'avoir, tous les mois, heu, du chiffre d'affaires qui tombe. Par exemple, tu vois, c'est un peu, que je travaillais dans les ascenseurs, il y avait des contrats de maintenance mensuels qui tombaient régulièrement tous les mois et c'est quand même assez confortable pour un chef d'entreprise que de se dire: «Je connais déjà d'avance une partie de mon chiffre d'affaires». Donc déjà, ça t'enlève une angoisse sur la page blanche, du mois de janvier où tu te dis: «Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait cette année?» Donc ça, c'est un stress que connaissent bien les chefs d'entreprise, donc la récurrence et ensuite le marché de niche et le marché de niche, c'est-à-dire aller répondre à un besoin qui n'est pas un besoin de 100 de la population, mais un besoin qui n'est pas auquel on ne répond pas et qui intéresse une population bien particulière sur laquelle aujourd'hui personne ne s'intéresse. Moi, ça a été très naturellement, tu l'as compris, les expatriés et ce besoin, je le connaissais puisque je l'avais vécu de l'intérieur et j'aurais aimé avoir, à l'époque, quelqu'un qui, m'explique ce que moi aujourd'hui j'explique à mes clients et c'est pour ça qu'on a un lien assez fort qui s'installe. C'est que un, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu et 2, je connais maintenant les solutions, pour les y aider et quand tu regardes, moi en tout cas, quand je regarde autour de moi, même un chef d'entreprise, je regarde toujours le prisme. Est-ce que dans son business model, il a ces 2 paramètres, qui sont la récurrence et le marché de niche? En tout cas, à chaque fois qu'il y a les 2 paramètres-là, je me rends compte que la société est successful et alors bien sûr, il y a d'autres sociétés qui sont successful qui n'ont ni l'un ni l'autre, mais je pense que c'est beaucoup plus dur, d'y arriver quand on n'a pas ces 2 paramètres-là. Donc voilà, je partage avec toi, mon secret, qui a priori ne s'est jamais, démenti en tout cas. Ouais, complètement, c'est très intéressant et j'aime bien regarder qui va être mon associé. C'est quelque chose que souvent les investisseurs, bien sûr, regardent parce que c'est source de enfin, oui, c'est source de «sérénité», on va dire, entre guillemets, de pouvoir anticiper et surtout de pas se disperser comme tu le disais. Quand tu démarres un nouveau projet, il faut toujours tu réponds à un besoin. Si tu réponds pas à un besoin ou si c'est que ton besoin personnel, ça va être compliqué. Mais si, quand on démarre un projet, même, tu vois la 4e société que l'on a créée, donc moi j'avais pas prévu d'être à la tête, d'une société d'éditeurs de logiciels, hein, c'était pas mon domaine à la base, mais Ritchie a amené, la plateforme Ritchie a amené, cela et j'avoue que c'est assez passionnant de diriger des techniciens, des développeurs, parce que c'est un autre univers et c'est là où il y a beaucoup de passion. Mais quand même, quand tu démarres un projet, un business plan, il doit être fait sérieusement. Je parle pas du tableur Excel avec les chiffres, ça rentre et ça sort. Ça pour moi, c'est l'aboutissement d'un business plan qui à la base doit faire 90 pages. C'est-à-dire un vrai business plan, c'est 90 pages de quel est mon marché, à qui je m'adresse, quel est, le besoin auquel je réponds, quelle est la problématique, quels vont être mes personas, c'est-à-dire les clients types, qui vont être, intéressés par ma solution, faire, toujours, la méthode SWOT avec les forces et les faiblesses. Donc c'est 80 pages où, tu dois vraiment faire une étude de marché et faire un tableur Excel. Alors moi, je regarde pas l'émission dont tu parles en question parce que, j'ai pas trop, la culture, télévisuelle. Néanmoins, si j'étais investisseur, vraiment la dernière chose que je regarderais, c'est le tableur Excel. Je dis pas qu'il faut pas en faire. D'ailleurs, on en a fait à chaque fois et on les a excellés à chaque fois. J'espère que ça va continuer.
Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est les 80 pages qui viennent avant. C'est quelle est l'approche du dirigeant, quel est le et puis les bêta-testeurs, quelles sont les remarques qui remontent. C'est, à mon sens, avant même de commencer un business, le point le plus important. Ouais et puis comme tu disais, c'est un besoin que tu as eu auparavant et que du coup tu as développé, pour les autres, sur un marché de niche que tu connais bien. Heu Exactement. et tu parlais, du milieu de la tech que tu as découvert, sachant que toi tu viens plutôt du milieu de la finance. Donc c'est une combinaison de 2 milieux, qui sont a priori et d'après les stéréotypes assez masculins. Toi, quelle est ta perception et ton expérience, en tant que femme dans ce monde-là? Hem, et bien, tu sais, dans le salariat, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans une société, d'ascenseurs où, j'étais, la première promotion et j'étais très fière, de recrutement, féminin. Donc, à cette époque, ils avaient embauché, 11 ingénieurs commerciaux femmes et 11 ingénieurs commerciaux hommes. Heu, je t'avouerai que moi, je me suis pas posé la question. J'ai été chassée par un cabinet de recrutement à l'époque, qui m'a dit, «Voilà, on vous appelle pour un poste, d'ingénieur commercial dans une société d'ascenseurs» et je leur ai pas dit: «Mais je suis une femme». Je leur ai répondu, «Mais j'y connais rien dans les ascenseurs». Mais voilà, tu vois, je leur ai pas du tout dit: «Vous êtes sûrs? Je suis une femme, vous m'avez bien regardée. Est-ce que vous avez pas compris à un moment ou à un autre?» Je me suis pas posé la question et tu vois, à 24 ans, j'étais chef d'agence, qui était rarissime, ça s'était jamais vu, même pas pour un homme. D'ailleurs, je me demande encore comment ils ont fait, parce que c'était un sacré, enfin moi je prenais les choses en me disant: «Bah, ouais, bah, oui, je suis chef d'agence, continuons». Mais à aucun moment maintenant je me dis, «Mais ils étaient fous, 24 ans, nommer quelqu'un «dirigeant» entre guillemets, avec des responsabilités, ils étaient fous». Mais bon, c'était mon cas, mais je me posais pas de questions. Eh bien, la même chose, dans la tech. Quand j'ai rencontré mon associé, il s'est pas dit, «Tiens, je m'associe avec une femme». Il s'est dit: «Je m'associe avec Christelle parce que son expérience m'intéresse» et dans la tech, c'est exactement la même chose et souvent, je me rends compte que c'est le regard des autres qui te fait pointer que dans les fintech, il y a très peu de femmes. Bravo. Heu, bon, certes, mais je pense que souvent les femmes se mettent des barrières, elles-mêmes. Et les autres te font remarquer, que tu es une femme. Moi, quand je recrute, là, par exemple, on est une équipe alors il y a très peu de développeuses. Je pense que c'est les étudiantes, qui se mettent elles-mêmes des barrières. Si je prends une école comme Epitech, que je connais bien parce que mon quatrième étudie à Epitech, sur une promo de 100 élèves, il doit avoir, 3-4 filles. Donc il y en a très peu. Eh bien, nous, on a une dizaine de développeurs, on a déjà 2 filles, ce qui est, beaucoup plus que la moyenne. Mais quand je recrute des cerveaux. Je recrute pas, des cerveaux et surtout des qualités humaines. Je me pose pas la question qu'elles soient filles ou qu'elles soient, garçons. D'ailleurs, je me pose même pas la question quelle est leur nationalité. Parce que dans l'équipe, on a, un Libyen, une Colombienne, et assez étrangement, et ça je te promets que je fais pas exprès, je me rends compte que quand je recrute, mes collaborateurs, à chaque fois, ils ont une expérience expatriée ou insulaire. C'est-à-dire qu'ils ont, dans les DOM-TOM, un peu comme toi, heu et donc ça veut dire qu'ils ont des attaches en dehors de la métropole, en tout cas. Et je le fais pas exprès, mais à chaque fois, je me dis: «Mais c'est pas possible, j'ai encore recruté quelqu'un». Donc on a recruté, quelqu'un qui venait de Hong Kong, marié avec une Philippine, quelqu'un qui venait de La Réunion, quelqu'un qui a été à Tahiti, et à chaque fois, c'est des étrangers ou des insulaires. Je pense que quand tu as vécu une expérience, hors métropole française, tu rencontres inconsciemment des gens qui ont, heu, qui ont ce sens de l'humain qui est peut-être plus marqué que d'autres, ou selon ma petite expérience personnelle, mais ça ne tient qu'à moi.
Oui, et je pense que ça a créé des liens, heu, conscients ou inconscients Alors, et complètement inconscient pour le coup, c'est sûr. ça rapproche en tout cas dans la façon dont, on peut partager en fait son propre, parcours. C'est vrai qu'on sent des similitudes et puis ce goût vers, la découverte, vers l'étranger et cetera dont tu as parlé, un petit peu plus tôt. Mais comme tu disais, c'est vraiment intéressant parce que je pense effectivement que ce sont des choses qui sont soulignées aujourd'hui parce qu'on regarde les stats, et que c'est vrai, ça se voit dans les chiffres qu'il y a moins de femmes que d'hommes, et c'est quelque chose vers lequel on tend, peu à peu. On cherche à plus de parité et d'inclusion. Après, je suis d'accord avec toi que la plupart du temps, ce sont des blocages propres et que des fois, il faut pas forcément se poser la question. Je sais que j'avais lu aussi une étude qui avait été faite, une recherche, sociale. Quand il y a une description de job avec plusieurs critères et prérequis, par exemple, je ne sais pas, mais bac+5, avoir, 2 ans d'expérience dans ce langage ou autre, les femmes vont moins avoir tendance à postuler si par exemple il y a un critère qu'elles ne respectent pas, alors que les hommes, pas forcément. Et c'est là où je pense que c'est ça qui fait aussi un petit peu la différence, entre, les hommes et les femmes. Après, je cache pas que dans mon parcours, on m'a fait remarquer souvent, j'ai souvenir d'une fois ne pas alors que j'avais d'excellents résultats quand j'étais salariée, ne pas avoir été augmentée et la réponse qui m'avait été donnée, accroche-toi bien, c'était: «Mais ton mari gagne bien sa vie». Ah! Ah, Donc d'accord. j'avais pas été augmentée. Alors ça, j'aime autant te dire que ça a valu ma démission et puis ils ont essayé de me rattraper, aux branches, après. Mais voilà, parfois la société, te fait remarquer, mais il faut dire que, aux femmes qu'il y a pas de combat particulier à porter. Le premier combat, c'est contre soi. C'est d'arrêter de se dire, «Ça, je vais pas y avoir droit» ou «Ça». Moi, j'ai eu de la chance de même pas me poser la question. C'est maintenant qu'on parle beaucoup, depuis sûrement MeToo et autres, de la condition féministe. Je me reconnais pas dans un porte-étendard, féminin et pourtant, c'est vrai que, quand je discute, avec, des femmes, très féministes, je me rends compte que, bah, oui, tu as travaillé, tu as eu 4 enfants, tu as un parcours, dans des milieux masculins. Heu, donc je suis bien obligée de l'admettre, mais je me suis pas posé les questions et c'est pour ça que je dis: «Les filles, allez-y, ne vous posez pas de questions, foncez», même dans les études. Faire des études de code, c'est passionnant. Si on aime ça, on peut tout faire avec le code, je trouve ça génial. Enfin moi personnellement, si je devais refaire mes études, ce serait vers là que j'irais parce que j'ai beaucoup d'admiration, pour, ce qu'ils font et ça me correspond aussi parce que, hem, quand tu es, développeur, tu codes, certes, donc il y a la logique que j'aime bien, mais il y a aussi simplifier, transmettre tout ce qui est UX et UI dans la simplification. Tu dis: «C'est merveilleux, c'est gra». Alors là, pour le coup, j'aurais une certaine fierté à me dire: «Mais c'est grâce à moi, si j'ai facilité, l'accès, à la connaissance financière ou, l'accès, à la mobilité», tu vois? Si on parle de Uber ou via, où travaille, Mathilde. Tout ça, c'est permis par, les développeurs, donc c'est un métier incroyable, je trouve. C'est le Ouais. métier de demain, ça c'est sûr. D'aujourd'hui déjà, mais surtout demain. Et ce que tu dis, en fait, c'est comprendre encore une fois le côté humain, la psychologie humaine pour pouvoir la retransmettre, via le code. Et je pense que c'est un travail d'équipe. C'est pas seulement enfin, bien sûr, le développeur est très important, mais c'est comprendre les besoins fonctionnels et ça, c'est un travail, qui est fait en collaboration avec, les autres rôles qui peuvent exister et ceux qui comprennent, la partie, on va dire, plus métier opérationnel. Heu et là, du coup, tu parlais, des études et cetera. Je sais que tu es aussi bénévole à la préparation des oraux grandes écoles pour les étudiants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ton rôle et le pourquoi? Alors déjà, je pense que, dans la vie, il faut savoir, donner et le bénévolat, c'est très important.
Alors il y a du bénévolat dont on ne parle pas parce que c'est intime et puis il y a du bénévolat dont tu es un peu obligé de parler pour, au moins le savoir et en fait, tout simplement, je vais encore reparler de mes enfants, mais c'est une source d'inspiration énorme. Hem, Mathilde, a passé des concours, post-bac quand elle avait, 16 ans et elle était d'une timidité, maladive, donc elle a réussi brillamment les écrits et là je me suis dit: «Ah mince, alors maintenant comment fait-on pour, passer le cap des oraux?» Ça va être un enfer. Et du coup, on s'est mis, et j'avoue que j'admire son intelligence parce que je sais pas si moi j'aurais laissé faire mes parents. J'ai été un peu sans pitié avec elle. J'ai fait répéter, répéter, jusqu'à obtenir ce qui nous paraissait être, un oral qu'elle pouvait, dupliquer à l'infini, et sans que sa timidité ne prenne le dessus. Et elle a brillamment réussi, tous les oraux, qu'elle a passés et là, je me suis dit: «Je pense qu'on a mis au point une méthode, et cette méthode, je vais maintenant l'écrire. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quels étaient les outils?» Et en fait, c'est une méthode qui est très simple, mais qui réussit à chaque fois. C'est-à-dire que depuis maintenant quelques années, j'ai dû accompagner, près d'une centaine de jeunes pour rentrer dans des écoles, pour, passer des examens. Même après les études supérieures, certains ont recommencé d'autres écoles et sont revenus, vers moi ou même des entretiens d'embauche et cette méthode, elle est d'une simplicité, affligeante, mais elle a permis à cette centaine de jeunes de rentrer dans les écoles, qu'ils, souhaitaient et la méthodologie, elle est relativement, simple, en fait. Je leur demande c'est très difficile quand tu as 18 ans ou 20 ans de faire une introspection. Je leur fais décrire ce qu'ils étaient, dans l'enfance, ce qu'ils sont maintenant, ce qu'ils seraient, plus tard et de là, j'en tire, 2 fils rouges parce que, tu vois, ça paraît être, par exemple, l'international et l'image et on bâtit un discours, non pas comme le menu, les oraux, c'est toujours: «Bonjour, je m'appelle, je suis en terminale ou en prépa, machin et je vise, l'école, Tartampion» et après tu récites ton CV et en fait, quand tu, décris ta personnalité selon 2 fils rouges, à force de citations et d'expériences professionnelles, du coup, ça ouvre, des perspectives au jury qui sont tellement originales que ça te permet de faire la différence sur, 15 candidats qui vont passer. Tu seras celui qui n'a pas endormi le jury parce que tu t'en es tenu à 2 fils rouges, extrêmement importants. Donc, voilà, je fais ça bénévolement et chaque année, j'ai, la chance de voir grandir les étudiants et c'est super beau, et j'adore. Merci d'avoir partagé. Je vais me demander si tu allais partager avec nous, une autre, secret sauce et c'est tout à ton honneur, de le faire. Je pense qu'effectivement être soi-même authentique et pas essayer de créer une image. Souvent, on essaie de créer une image et dire ce qu'on pense que l'autre attend de nous. C'est pas forcément quelque chose qui est ressenti et qui nous permet de nous distinguer. À contrario, voilà, vraiment partager, créer son histoire personnelle et la forme, je pense, est presque aussi importante que le contenu. Heu Tout à et toi, si tu avais un conseil à donner à ton plus jeune toi, quel serait-il? Te pose pas de questions, continue, fonce, et honnêtement, je changerai rien parce que tout est j'ai eu de la chance d'avoir un parcours, professionnel chaotique parce que, mon mari, changeait de boîte assez régulièrement, donc il a fallu aussi que je suive, mon époux, à travers, ces différentes, mutations et tu vois, j'ai fait 15 ans dans une boîte d'ascenseurs et j'ai démissionné 4 fois et à chaque fois, il me réembauchait. Là aussi, c'est parce que je me suis dit: «Tiens, je vais leur dire, bah, maintenant je suis, dans telle ville, ou je suis rentrée des États-Unis, qu'est-ce qu'on fait?» Et j'avoue que la dernière fois, c'est même eux qui sont venus me chercher, donc les 2 dernières fois d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut pas se mettre des barrières, pas de limites. Voilà, le seul conseil que je donnerais, à tous ceux qui se lancent, dans l'entrepreneuriat,
c'est d'essayer de faire une expérience salariée avant. Heu, Parce que souvent, ce qui manque à plusieurs entrepreneurs, je le vois autour de moi, notamment dans la tech, où il y a des jeunes startups, avec des jeunes CEO et quand je les entends et que je discute, souvent ils ont des idées géniales, ils sont visionnaires de plein de choses. Ensuite, là où ça pêche, c'est de leur propre, aveu, hein, c'est le management et le management, ça s'apprend que quand tu es salarié. Il faut aller faire son expérience d'abord chez les autres et ensuite devenir manager. C'est une évidence, mais c'est mieux de l'avoir vécu, avec des pros, d'avoir été dirigé soi-même avec des pros parce que c'est souvent, le manque qu'il y a et du coup l'humain devient compliqué et on essaye de s'en dégager et c'est dommage parce qu'un CEO il doit être très proche, surtout dans la tech. Je pense que, la hiérarchie est beaucoup plus plane et c'est important que le CEO sache être proche tout en étant un bon manager. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui est, plutôt inspirant que, quelqu'un qui donne des ordres toute la journée, ou des oui ou des non ou des bonus et des malus. Donc voilà, il faut être leader et pour être leader, c'est bien d'être jeune, mais c'est mieux d'avoir une petite expérience avant. Ouais, comme tu disais, le sens de l'observation, heu, Exactement. à la fois du positif et je pense du négatif. Mais c'est ça, complètement et plus même du négatif. Parce que, quand moi-même j'étais salariée, je me disais: «Mais moi, le jour où, j'ai des gens à manager, mais jamais je ferai ça» et c'est des choses qui t'ont tellement marqué que tu les retiens et le négatif il te marque presque plus que le positif. Le positif, il te revient naturellement. Le négatif, tu te dis: «Mais jamais je ferai des choses comme ça, faut faire attention». Il faut, il voilà, il faut faire attention de pas, le le premier défaut qu'on pourrait avoir en tant que femme et maman, qui adore les enfants, c'est de materner ses équipes. Donc ça, je me bats, toute la journée. C'est bienveillant, tu vois? Mais c'est pas normal. Donc du coup, je me bats toute la journée pour essayer de pas, ouais, de pas avoir ce côté maternel. Mais bon, après le naturel, s'il y en a un qui est en retard de 3 heures, à une réunion, j'ai limite le doigt pour appeler la police, les pompiers, ou autre. Je m'inquiète assez vite pour mes équipes. Mais bon, voilà, on se refait pas, c'est le naturel. Mais c'est vrai qu'il faut pas mélanger, le côté maternel avec le côté, professionnel. Oui, comme tu disais, je pense que c'est apprendre, on apprend tous les jours. Il faut aussi être indulgent envers soi-même, des fois. Enfin, c'est complètement le but du podcast, de montrer que, voilà, enfin, à tout moment, il y a des challenges, à tout moment, il y a des échecs, il y a des choses, qu'on ne prévoit pas et c'est ça, en fait, qui nous permet d'avancer et de réussir. Et tu es un très bel exemple, je trouve, de de persévérance, de résilience, de passion surtout et merci pour toute ta générosité et ton partage. Je sais à quel point, moi, nos échanges nous sont toujours précieux et là, j'en ai appris un peu plus sur toi, même si ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant et je suis sûre que tous les personnes qui peuvent nous écouter, aussi partageront ce sentiment. Moi, je te trouve très gentil avec tous tes compliments. Je pense que je les mérite pas, mais je franchement, tu es adorable à chaque fois. Tu me dis, souvent que je suis inspirante, mais j'ai pas cette impression-là. En fait, c'est très simple, tout le parcours que j'ai eu derrière, n'a rien de si compliqué, il faut, le plus dur, c'est de se dire: «Je me lance». Voilà, et je pense qu'il y a pas assez de gens qui se lancent encore, pourtant, il y a des tas de startups qui sont montées avec un PowerPoint, donc il faut pas hésiter et surtout quand on est jeune, faire un peu d'expérience salariée, se lancer et franchement, il y a rien d'extraordinaire à mon parcours, c'est juste un parcours, tête baissée, en avant, Guingamp comme diraient d'autres, mais mais voilà, c'est en tout cas, ce que j'aime, c'est rencontrer de l'humain et c'est vrai que je crois que la première fois qu'on s'est vus, c'était à Times Square et tu vois, regarde, on est toujours là en train de se parler, donc ça,
C'est chouette de te voir aussi, grandir et évoluer, brillamment, surtout avec ce généreux podcast, en tout cas. Bah, merci beaucoup et il y a une petite photo de New York Stock Exchange derrière qui a été prise à New York et oui, c'est un plaisir pour moi et c'est un bonheur, de te connaître et encore une fois, je pense que c'est ton humilité, mais au-delà de ça, c'est vraiment, oui, quelque chose que j'aurais retenu de ce podcast, c'est de ne pas, des fois, pas trop réfléchir et d'y aller, de foncer et c'est aussi la façon dont nous, on le perçoit qui fait que ça arrive en fait et que ça paraît aussi aisé. C'est ça et puis, limiter l'ego parce que c'est pour ça que la question, fière professionnellement, je me la pose pas. Je pense qu'à partir du moment où tu es fier, trop fier de toi, bah, tu te poses et tu t'assois sur, tes acquis et il faut juste, avancer et pas se poser trop la question, pas développer trop son ego, surdimensionné. Voilà parce que, souvent l'ego, c'est un sacré frein pour avancer, je pense. Encore merci beaucoup Christelle. Merci à toi Christine, je te souhaite une bonne journée ainsi qu'à tous tes auditeurs. À très Merci bientôt. beaucoup.